Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture de la semaine. Cette semaine, 2 livres seulement. C'est un petit chiffre pour moi, mais c'est 2 livres assez épais. En tout cas, en ce qui concerne l'un de ceux-ci, parce que là c'est plusieurs livres en un, cette Pléiade Gérard de Nerval qui m'occupe déjà depuis pas mal de temps. Et puis l'autre livre, c'est donc Le Monde selon Garp de John Irving. Et donc, je vais en parler. Ils sont tous les deux encore en cours de lecture. Alors, dans Gérard de Nerval, je suis dans une série de biographies intitulée Les Illuminés, où il est question, j'en ai déjà parlé la semaine passée, notamment de l'abbé de Bucquoy, et puis de manière beaucoup plus longue, des confidences de Nicolas Restif de la Bretonne, et puis de Jacques Cazotte, des auteurs illuminés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par illuminé ? C'est pas toujours si clair que ça, c'est le cas de le dire. Du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle pour les deux. Alors, on nous raconte donc leur vie, leurs illuminations, leurs bizarreries à ces personnages, et je vais en lire un petit extrait, notamment sur ce personnage qui s'appelle donc Nicolas Restif de la Bretonne, un nom, quand on fréquente la littérature et qu'on a un peu étudié le XVIIIe siècle, qui fait partie de choses qu'on a déjà entendues, qu'on classe du côté des libertins, sans trop savoir grand-chose de plus sur lui, alors que c'est quelqu'un qui a énormément écrit, si j'en crois ce que raconte Gérard de Nerval. Et puis c'est un personnage qui a aussi un autre intérêt, c'est que il a une vie absolument passionnante. En tout cas, elle nous est racontée de manière absolument passionnante par Gérard de Nerval, qui s'intéresse à ces personnages qui sortent véritablement de l'ordinaire. Alors, je vais justement lire un petit extrait pour vous montrer, avec le style de Gérard de Nerval, ce que pouvait être Nicolas Restif de la Bretonne. Vers la fin de sa vie, il meurt au tout début du XIXe siècle, alors que la Révolution est en marche, est en panne peut-être même à ce moment-là. Et voilà donc Nicolas Restif de la Bretonne vieillissant, vu par Gérard de Nerval. Cependant, l'écrivain vieillissait, toujours morose de plus en plus, accablé par les pertes d'argent, par les chagrins de son intérieur. Sa seule communication avec le monde était d'aller le soir au café Manoury, où il soutenait parfois, à voix haute, des discussions politiques et philosophiques. Quelques vieux habitués de ce café, situé sur le quai de l'école, ont encore présent à la mémoire sa vieille houppelande bleue et le manteau crotté dont il s'enveloppait en toute saison. Le plus souvent, il s'asseyait dans un coin et jouait aux échecs jusqu'à 11 heures du soir. À ce moment, que la partie fût achevée ou non, il se levait silencieusement et sortait. Où allait-il ? Les Nuits de Paris nous l'apprennent. Les Nuits de Paris, c'est un livre de Restif de la Bretonne. Il allait errer quelque temps qu'il fit le long des quais, surtout autour de la cité et de l'île Saint-Louis. Il s'enfonçait dans les rues fangeuses des quartiers populeux et ne rentrait qu'après avoir fait une bonne récolte d'observations sur les désordres et les scènes sanglantes dont il avait été le témoin. Souvent, il intervenait dans ces drames obscurs et devenait le Don Quichotte de l'innocence persécutée ou de la faiblesse vaincue. Quelquefois, il agissait par la persuasion. Parfois aussi, son autorité était due au soupçon qu'on avait qu'il était chargé d'une mission de police. Voilà un peu le personnage qui, écrivant les Nuits de Paris, va vivre ces Nuits de Paris. Gérard de Nerval, il y a eu les Nuits d'octobre dans le premier volume de cette Pléiade, ça fait déjà un petit moment que j'ai lu ça, et il
il s'identifie peut-être un peu à ce personnage de Restif de la Bretonne, personnage étrange qu'on rencontre dans des lieux tout à fait étranges. Et qui a évidemment plein d'aventures aussi avec les femmes, aventures pas toujours très glorieuses, et qui incarne donc cette espèce écrivain qui a écrit énormément, mais un peu à côté, un peu hors des sentiers battus, comme Jacques Cazotte, dont j'ai aussi lu un peu l'histoire. Là, je suis en plein dedans, cette histoire de Jacques Cazotte, donc je vais peut-être un peu moins en parler, mais il est très intéressant de suivre des écrivains dont la vie est racontée par un écrivain. Et pour faire un peu suite à cela, eh bien, c'est un peu ce qui se passe aussi dans Le Monde selon Garp de John Irving. Ce Garp est lui-même écrivain, donc le personnage principal du livre est écrivain, et on suit sa vie, mais aussi son œuvre. On lit des passages ou des textes écrits par cet écrivain fictif qui est Garp, mais écrit évidemment par l'auteur réel. Et on raconte aussi les affres de l'écriture, les moments où on ne trouve plus l'inspiration, ou alors où elle revient, mais où elle se mêle de manière beaucoup trop directe à la vie privée. Et ça, Restif de la Bretonne, raconté par Nerval, mais surtout raconté par lui-même, est un exemple assez intéressant de gens qui réinventent leur propre vie. Et Garp le fait aussi. Alors, quel est le rapport avec la vie de l'auteur réel? Ça, je n'en sais strictement rien. Je sais à peine comment on doit prononcer son nom. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de suivre une vie fictive d'auteur. Alors, il y a un moment donné où cette histoire-là tourne au drame. Enfin, il y a des histoires avec sa femme, ses enfants et les voitures qui roulent trop vite, et puis sa femme qui le trompe alors que lui l'avait trompé auparavant. Bon, des histoires intimes et évidemment inventées, mais qui sont racontées toujours d'une manière assez vivante, assez rocambolesque, même s'il y a des passages absolument dramatiques. Et puis ensuite, on voit ce qu'il va produire comme œuvre à partir de ceci. Il y a, le chapitre où j'en suis s'appelle « Le monde selon Bensenhaver », qui est une réécriture des chapitres précédents. Il y avait Le monde selon Marc Aurèle, et puis auparavant Walt attrape un rhume et le tour d'Hélène. Et ces chapitres-là sont les moments les plus dramatiques, enfin, avant la fin que je ne connais pas encore, de cette histoire-là. Et évidemment, il y a quelque chose qui est intéressant dans ces multiples niveaux d'écriture sur l'écriture, d'effet de l'écriture sur la vie, mais sur l'écriture aussi. Bref, tout cela se mélange, et tout cela et prend des dimensions assez terribles, parfois burlesques ou ironiques ou étranges, et puis soudain absolument dramatique, avec une bonne dose aussi de rapports assez problématiques avec la sexualité, assez glauque même par certains aspects. Bref, tout cela est assez fort. Alors je vais essayer de lire un extrait. Je vais en lire un quasiment au hasard. Dans, par exemple, le chapitre qui s'intitule « Walt attrape un rhume ». Walt, c'est le fils de Garp.
Rien ne pouvait inciter Garp à rebrousser chemin plus vite que la pluie. Il avait horreur de mouiller ses chaussures de course. Il lui était indifférent de courir dans le froid et de courir dans la neige, mais lorsqu'il pleuvait, Garp rentrait en toute hâte, en jurant, et passait 1 heure à faire la cuisine en purgeant sa rogne. Puis il enfilait un poncho et sautait dans le bus pour arriver au gymnase à temps pour sa séance d'entraînement. En chemin, il prenait Walt à la garderie et l'emmenait avec lui au gymnase. À peine arrivé au gymnase, il téléphonait à la maison pour voir si Duncan était rentré de l'école. Voilà la vie ordinaire de notre personnage avec ses 2 enfants, Walt et Duncan. Il donnait parfois des instructions à Duncan lorsqu'il avait quelque chose sur le feu, mais se contentait en général de lui recommander de faire attention s'il sortait en vélo et de vérifier s'il n'avait pas oublié quel numéro appeler en cas d'urgence. Duncan savait-il quel numéro appeler en cas d'incendie, d'explosion, de cambriolage ou d'émeute dans la rue? Sur quoi il luttait? Puisque c'est une des passions de notre personnage de Garp, c'est comme ça qu'il rencontre Hélène, sa femme qui est la fille de son professeur de lutte. Et son entraînement terminé, fourrait Walt sous la douche avec lui. Quand il appelait de nouveau la maison, Hélène était rentrée, prête à venir le chercher. Aussi Garp n'aimait-il pas la pluie. Il avait beau adorer la lutte, la pluie compliquait ses plans tout simples. Et Margie Talworth ne s'attendait aucunement à le voir surgir furibond et hors d'haleine sur la véranda. C'est un moment assez tragique qui va se passer ici. C'est le moment où il apprend que son épouse le trompe. Je saute quelques lignes. Si Garp s'était d'abord imaginé avoir affaire à l'une des étudiantes d'Hélène passée pour chercher un renseignement, cette fois, il s'imagina autre chose. C'est un personnage qui a énormément d'imagination. Parfois, la réalité va plus loin que l'imagination ou rejoint l'imagination. Mais là, il se trompe. Cette fois, il s'imagina autre chose. Il vit qu'elle était incapable de parler. Donc c'est une jeune étudiante, une jeune fille qui vient ici chez elle avec un sorte de petit billet. Et vit avec quel embarras elle lui tendait le billet. En matière de femme muette qui tendait avec embarras des billets, l'expérience de Garp se limitait aux Hélènes Jamesiennes. Et il réprima une brève flambée de colère, encore une de ces dingues d'Hélène Jamesiennes qui venait à se présenter, à moins qu'elle ne fût venue pour le provoquer, lui l'ermite, le fils solitaire de la célèbre Jenny Fields. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les Hélènes Jamesiennes sont des femmes qui ont décidé de se couper la langue pour montrer leur soutien à Hélène James, qui était une petite fille qui s'est fait violer, une histoire terrible, et qui a été défendue par Jenny Fields, qui est la mère de Garp, qui est une écrivaine connue et féministe, ou en tout cas suscitant des admirations chez les féministes. Et donc, bon, on voit l'imagination du personnage, alors que c'est pas du tout ça qui se passe. Et puis voilà le billet, salut, je m'appelle Margie, le billet imaginé. Je suis une Hélène Jamesienne, savez-vous ce qu'est une Hélène Jamesienne? Dirait l'inepte message. Un de ces 4 matins, songe à Garp, elles seront aussi bien organisées que ces crétins de bigots qui viennent tirer les sonnettes en vous offrant leur vertueuse brochure à la gloire de Jésus. Bon, ça nous montre assez bien l'ambiance de cette histoire-là, cette ironie, il y a toujours un peu d'humour, et en même temps, juste après, il va se passer un truc épouvantable. Vraiment une histoire brutale et violente qui va avoir lieu et qui sera ensuite transposée, là, c'est l'endroit où j'en suis, transposée dans une nouvelle ou dans un roman écrit par le personnage et qui en rajoute dans le sordide. Donc on passe un peu par tous les états d'esprit dans ce livre-là, c'est ce qui en fait l'intérêt, un livre qui nous fait rire et qui nous fait nous rendre un peu, enfin, qui nous rend un peu mal à l'aise à d'autres moments, voire beaucoup. Bref, un livre monde, le monde selon Garp. Alors j'en reparlerai encore la semaine prochaine, où j'aurai peut-être terminé ce livre-là. Je vais terminer sans doute aussi ces Illuminés de Nerval, et puis commencer d'autres choses. Là, je m'en vais à Paris avec des livres qui se passent à Paris. C'est le cas d'ailleurs en partie des histoires que raconte
Gérard de Nerval dans Les Illuminés, pas du tout du Monde selon Garp qui se passe aux États-Unis, un petit peu à Vienne. Mais voilà, donc pour cette semaine, je vais vous dire au revoir.